Vous savez, ce qui me terrifie vraiment en tant que psychiatre après 40 ans de pratique clinique, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, se réveiller un matin à 50 ans et réaliser qu'elles ont passé les 2 dernières décennies à construire la vie de tout le monde, sauf la leur. Et maintenant, elles se demandent si elles méritent encore d'être désirées, si elles ont encore le droit de vouloir être touchées, embrassées, regardées avec cette intensité qui fait battre le cœur. Et la réponse que la société leur donne est un silence assourdissant qui ressemble terriblement à un non. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger. Ce silence est un mensonge que nous avons collectivement accepté parce qu'il arrange beaucoup de monde, sauf vous. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute et pendant des décennies, j'ai accompagné des centaines de femmes dans cette phase de leur vie que la société a décidé d'appeler avec condescendance la maturité, comme si c'était une maladie dont il faudrait se remettre. Et ce que j'ai observé dans mon cabinet parisien m'a parfois mis en colère, parfois brisé le cœur, mais toujours fasciné, parce que ce que je vois, ce ne sont pas des femmes qui vieillissent, ce sont des femmes qui enfin commencent à vivre, mais qui ont tellement intégré le discours ambiant qu'elle se sabote elle-même avant même de commencer. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé réellement quand une femme de 50 ans décide de chercher un partenaire parce que personne ne vous dit la vérité sur ce processus. On vous vend des contes de fées ou des catastrophes, mais jamais la réalité nuancée et complexe que je vois tous les jours dans ma pratique. Et cette réalité est à la fois plus difficile et infiniment plus belle que ce que vous imaginez. Imaginez cette scène que j'ai vue se répéter des dizaines de fois. Une femme entrée dans mon cabinet, elle a 52 ans, elle est divorcée depuis 3 ans. Ses enfants sont partis étudier ou vivre leur vie. Elle a un bon travail, des amis formidables, elle voyage, elle lit, elle va au théâtre. Objectivement, sa vie est riche, mais il y a ce vide, cette absence de contact physique, cette solitude du corps qui n'est plus touchée avec tendresse. Et elle me dit avec une voix qui tremble légèrement qu'elle a décidé de s'inscrire sur une application de rencontre. Et dans ses yeux, je vois à la fois de l'espoir et une honte terrible, comme si elle venait de m'avouer un crime. Pourquoi cette honte? Je lui demande toujours et la réponse est presque toujours la même. Parce qu'elle a l'impression de ne plus être dans la course, parce que ses amis lui ont dit qu'à cet âge les hommes bien sont déjà pris ou cherchent des femmes plus jeunes, parce que sa propre mère lui a suggéré qu'elle devrait peut-être accepter la solitude avec grâce, parce que la société tout entière lui murmure qu'une femme de 50 ans qui cherche l'amour et le désir est soit pathétique, soit dangereuse, une cougar ridicule ou une désespérée, mais jamais simplement une femme qui veut vivre pleinement. Et si vous me permettez d'être direct pendant un instant, tout cela est une construction sociale qui sert des intérêts très précis. Et ces intérêts ne sont certainement pas les vôtres, mesdames, parce qu'une femme de 50 ans qui se sent désirable, qui réclame sa part de plaisir et d'intimité, qui refuse de se retirer chantiment dans l'ombre, cette femme-là dérange. Elle dérange un ordre établi qui préférerait qu'elle consacre son énergie à être une grand-mère dévouée, une employée fiable, une amie disponible, mais surtout pas une femme qui prend de la place, qui a des désirs, qui ose encore vouloir. Alors avant que nous allions plus loin dans cette conversation, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Si ce que je dis résonne en vous, si vous sentez que cette vidéo pourrait changer quelque chose dans votre façon de voir les choses, abonnez-vous à cette chaîne maintenant parce que nous allons avoir des conversations difficiles, inconfortables, parfois dérangeantes, mais toujours honnêtes et je veux que vous soyez là pour les entendre. Je veux construire une communauté de femmes qui refusent les mensonges confortables et qui sont prêtes à affronter la vérité, même quand elle fait mal parce que c'est seulement dans la vérité que nous trouvons la liberté. Maintenant, revenons à notre sujet. Chercher un partenaire à 50 ans et pourquoi cela peut changer votre vie à l'envers. Et quand je dis à l'envers, je ne parle pas seulement des difficultés. Je parle aussi et surtout des transformations profondes que ce processus va déclencher en vous, des prises de conscience qui vont bouleverser votre rapport à vous-même, aux autres, à votre propre valeur. Et croyez-moi, ce bouleversement est nécessaire même s'il est douloureux. Voici ce qui s'est passé concrètement. Vous décidez de chercher un partenaire. Vous créez un profil sur une application où vous dites à vos amis que vous êtes ouverte à rencontrer quelqu'un et immédiatement vous êtes confronté à une réalité brutale. Le marché de la rencontre à 50 ans est profondément inégalitaire. Les hommes de votre âge, ceux qui sont célibataires et disponibles, beaucoup d'entre eux cherchent des femmes de 35 ou 40 ans, ils vous le disent sans complexe, ils veulent quelqu'un de plus jeune, de plus frais, comme si vous étiez un produit périmé. Et cette réalité va vous frapper en plein visage avec une violence que vous n'aviez pas anticipée. Et là, mesdames, c'est le moment critique. C'est le moment où beaucoup de femmes abandonnent. Elles se disent que leurs amis avaient raison, que c'est trop difficile, trop humiliant, qu'elles vont accepter la solitude et se concentrer sur leurs petits-enfants ou leur voyage entre copines. Et je comprends cette tentation, vraiment je la comprends, parce que ce rejet basé uniquement sur l'âge est profondément injuste et douloureux. Mais si vous abandonnez maintenant, vous allez rater quelque chose
essentiel, vous allez rater l'opportunité de vous libérer d'une prison mentale dans laquelle vous vivez depuis des décennies sans même le savoir. Parce que voici ce que personne ne vous dit, ce processus de recherche d'un partenaire à 50 ans n'est pas vraiment une question de trouver un homme, c'est une question de vous retrouver vous-même, de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes plus défini par vos rôles d'épouse, de mère, de fille, de collègue. C'est une plongée dans votre propre identité qui va être terrifiante et libératrice à la fois. Et oui, cela va changer votre vie à l'envers, mais peut-être que votre vie avait besoin d'être retournée. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passait neurologiquement et psychologiquement pendant ce processus, parce que je ne suis pas là pour vous vendre du développement personnel à 2 balles, je suis un scientifique et je veux que vous compreniez les mécanismes réels qui sont à l'œuvre quand vous vous exposez au regard d'autrui après des années de retrait ou de relations stables. Votre cerveau réactive des circuits neuronaux qui étaient en sommeil, des circuits liés à l'évaluation sociale, à la comparaison, à la séduction, et cette réactivation est stressante, elle augmente votre niveau de cortisol, elle peut provoquer de l'anxiété, de l'insomnie, des ruminations, c'est normal et c'est même sain. Votre cerveau est en train de se reconfigurer pour une nouvelle phase de vie. Mais voici le problème si vous n'êtes pas préparé à cette tempête neurologique, si vous interprétez cette anxiété comme la preuve que vous faites quelque chose de mal ou que vous n'êtes pas faite pour cela, vous allez abandonner précisément au moment où le vrai travail commence. C'est comme si vous alliez à la salle de sport, que vous sentiez vos muscles brûler après le premier exercice et que vous décidiez que le sport n'est pas pour vous. La brûlure est la preuve que ça marche, pas que ça ne marche. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire peur, mais que vous devez entendre si vous ne prenez pas ce risque maintenant, si vous ne passez pas par ce processus inconfortable de vous remettre sur le marché de la rencontre. Vous allez vous réveiller dans 10 ans avec un regret qui va vous ronger de l'intérieur. Vous allez regarder en arrière et vous demander ce qui se serait passé si vous aviez eu le courage d'essayer, et ce regret est infiniment plus douloureux que n'importe quel rejet que vous pourriez vivre aujourd'hui. Parce que voici ce que je vois dans mon cabinet, je vois des femmes de 65, 70 ans qui viennent me parler de cette décision qu'elles n'ont pas prise à 50 ans, de cette porte qu'elles n'ont pas franchie par peur du ridicule ou du rejet, et maintenant elles portent ce poids, cette question sans réponse, et cela affecte leur humeur, leur vitalité, leur sentiment d'avoir vraiment vécu leur vie, et je ne veux pas que cela vous arrive, je ne veux pas que vous soyez cette femme dans 10 ans. Mais attendez, parce que ce n'est pas le pire. Le pire, ce n'est pas que vous allez vivre avec ce regret. Le pire, c'est ce qui va se passer autour de vous. Vous allez voir votre ex-mari, celui qui vous a peut-être quitté, ou que vous avez quitté, vous allez le voir refaire sa vie avec une femme plus jeune, vous allez le voir sur Facebook ou Instagram, souriant, bronzé, en voyage, avec cette nouvelle compagne qui a 10 ou 15 ans de moins que vous. Et quelque chose va se briser en vous, pas parce que vous voulez encore de lui, mais parce que cela va confirmer ce message toxique que la société vous envoie, que les hommes ont le droit de recommencer à tout âge, mais pas vous, que leur valeur augmente avec l'âge pendant que la vôtre diminue. Et vos amis, celles qui ont trouvé un nouveau partenaire, celles qui ont eu le courage de s'élancer, vous allez les voir s'épanouir, retrouver une légèreté, une joie, une vitalité que vous pensiez disparue à jamais. Vous allez les voir rire de ces blagues de couple, planifier des week-ends romantiques, et vous allez sourire poliment et dire que vous êtes très bien toute seule, que vous profitez de votre liberté, et peut-être que c'est vrai, peut-être que vous êtes vraiment bien, mais il y aura toujours cette petite voix qui vous demandera si vous n'avez pas simplement eu peur d'essayer. Et vos enfants, ils vont s'inquiéter pour vous. Ils vont vous demander avec cette gentillesse condescendante si vous ne vous sentez pas seul, si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un. Et vous allez leur répondre que vous êtes très occupé, que vous avez vos activités, vos amis, mais au fond, vous allez sentir qu'ils vous voient comme quelqu'un à plaindre, quelqu'un qui a renoncé, et cela va créer une distance subtile entre vous et eux, parce qu'ils vont commencer à vous traiter comme une personne âgée qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, plutôt que comme une femme vivante qui a encore des désirs et des projets. Vous voyez où je veux en venir, le coût de l'inaction n'est pas juste la solitude, c'est une cascade de conséquences qui vont affecter votre identité, vos relations, votre place dans le monde. C'est un rétrécissement progressif de votre vie, une acceptation tacite que votre temps est passé, que vous devez maintenant vous contenter des miettes, et je refuse catégoriquement cette idée, je la refuse avec toute la force de ma conviction scientifique et humaine. Parce que les données sont claires, les femmes qui maintiennent une vie affective et sexuelle active après 50 ans ont une meilleure santé cardiovasculaire, une meilleure fonction cognitive, moins de dépression, moins d'anxiété, une meilleure qualité de sommeil, un système immunitaire plus fort. Ce n'est pas du folklore, ce sont des faits mesurables et reproductibles. L'intimité physique et émotionnelle n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental qui ne disparaît pas avec l'âge. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, votre corps et votre esprit en paient le prix.
Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'encore plus important, quelque chose que j'ai mis des années à vraiment comprendre dans ma pratique. Vous n'êtes pas en compétition avec les femmes de 30 ans, vous jouez un jeu complètement différent. Et si vous comprenez cela vraiment profondément, tout va changer dans votre approche de la rencontre. Les hommes qui cherchent des femmes de 30 ans quand ils en ont 50, ces hommes-là ont un problème, ils ont peur de leur propre vieillissement, ils ont peur de la mort, ils pensent qu'en couchant avec une femme jeune, ils vont retrouver leur jeunesse. C'est pathétique et c'est triste, et croyez-moi, ces relations ne fonctionnent presque jamais sur le long terme, parce qu'elles sont basées sur un mensonge, sur un déni de la réalité, et tôt ou tard, la réalité rattrape tout le monde. Les hommes qui sont capables de désirer une femme de leur âge, qui vouait la beauté dans les rites d'expression, dans un corps qui a vécu, qui a porté des enfants, qui a travaillé, qui a aimé et souffert, ces hommes-là sont rares, mais ils existent, et ce sont les seuls qui valent votre temps, parce qu'ils ont fait la paix avec leur propre mortalité, ils ont atteint une maturité émotionnelle qui les rend capables d'une vraie intimité, pas juste une performance sexuelle pour flatter leur ego. Alors oui, le bassin de partenaires potentiels est plus petit, je ne vais pas vous mentir, mais la qualité potentielle est infiniment supérieure parce que vous n'êtes plus dans le jeu de la séduction superficielle, vous êtes dans le jeu de la connexion authentique et ce jeu-là, mesdames, vous le maîtrisez infiniment mieux que les femmes de 30 ans parce que vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas encore, vous avez la profondeur, la sagesse, la capacité de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment et cela, pour un homme mature, c'est infiniment plus attirant qu'un corps ferme et une police. Mais voici le problème et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes d'un point de vue psychologique. Vous ne le croyez pas, vous ne croyez pas vraiment que vous avez cette valeur. Vous avez tellement intégré le discours dominant sur la jeunesse et la beauté que vous ne voyez pas vos propres atouts. Vous êtes comme quelqu'un qui possède un trésor mais qui pense avoir des cailloux et donc vous vous comportez comme si vous aviez des cailloux, vous vous excusez d'exister, vous êtes reconnaissante de la moindre attention, vous acceptez des comportements inacceptables parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Et c'est exactement ce que je veux changer aujourd'hui. Je veux que vous compreniez votre valeur réelle, pas la valeur que la société vous attribue, mais votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que partenaire potentiel. Et quand vous comprendrez cela, vraiment viscéralement, tout va changer dans votre façon d'aborder les rencontres. Vous n'allez plus supplier pour de l'attention, vous allez sélectionner, vous allez filtrer, vous allez dire non beaucoup plus souvent et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là que vous allez commencer à attirer les bonnes personnes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une patiente qui m'a marqué profondément. Elle avait 54 ans quand elle est venue me voir la première fois, divorcée depuis 5 ans, 2 enfants adultes. Elle travaillait comme cadre dans une entreprise de communication. Elle était intelligente, drôle, cultivée, objectivement une femme formidable. Mais elle était convaincue qu'elle ne plairait plus jamais à personne. Elle me disait qu'elle se sentait invisible, que les hommes regardaient à travers elle comme si elle n'existait pas. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois, pas sur des techniques de séduction, mais sur sa relation à elle-même, sur cette voix intérieure qui la critiquait constamment, qui lui disait qu'elle était trop vieille, trop grosse, trop ceci, pas assez cela. Et progressivement, avec beaucoup de patience et de pratique de pleine conscience, elle a commencé à voir cette voix pour ce qu'elle était, pas la vérité, mais un conditionnement social, une construction mentale qu'elle pouvait choisir de ne pas croire. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle n'a pas changé physiquement, elle n'a pas perdu 20 kilos ou fait de la chirurgie esthétique, mais sa présence a changé. Elle a commencé à occuper l'espace différemment, à parler avec plus d'assurance, à rire plus fort, à dire ce qu'elle pensait vraiment sans se censurer. Et les gens ont commencé à réagir différemment. Pas seulement les hommes, tout le monde, ses collègues, ses amis, ses enfants, parce qu'elle dégageait quelque chose de nouveau, une forme d'autorité tranquille, de confort dans sa propre peau. Et puis elle a rencontré quelqu'un, un homme de 57 ans, divorcé lui aussi, et ce qu'elle m'a dit m'a profondément touché. Elle m'a dit que pour la première fois de sa vie, elle se sentait vue, vraiment vue, pas comme une mère, pas comme une épouse, pas comme un corps, mais comme une personne entière avec ses complexités, ses contradictions, sa profondeur, et que cette expérience d'être vraiment vue était plus érotique, plus excitante que n'importe quelle passion de jeunesse qu'elle avait connue. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le jeu a changé, mais vous avez tous les atouts pour gagner ce nouveau jeu, à condition de comprendre les règles, et les règles sont complètement différentes de ce que vous avez appris quand vous aviez 20 ou 30 ans. À 20 ans, la séduction est basée sur l'apparence, sur la nouveauté, sur le mystère. À 50 ans, la séduction est basée sur la présence, sur l'authenticité, sur la capacité de créer un espace d'intimité réelle. Alors maintenant, je vais vous donner des outils concrets, des techniques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours de philosophie, je suis là pour vous donner des moyens d'action, des stratégies qui fonctionnent vraiment, que j'ai testé avec des centaines de patientes et qui ont fait leurs preuves.
Première chose, et c'est la plus importante, vous devez faire le deuil de votre jeunesse et je sais que cela sonne dur, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Tant que vous êtes en train de regretter votre corps de 30 ans, votre énergie de 30 ans, votre vie de 30 ans, vous n'êtes pas disponible pour construire quelque chose de nouveau, vous êtes coincé dans le passé et personne ne peut vous rejoindre là-bas. Le deuil n'est pas une résignation, c'est une libération, c'est accepter ce qui est pour pouvoir construire ce qui sera. Et comment fait-on ce deuil concrètement? Parce que je ne vais pas vous dire juste d'accepter et de passer à autre chose. Ça ne marche pas comme ça. Le deuil est un processus qui prend du temps et qui nécessite des actions spécifiques. Je recommande un exercice que j'appelle la lettre d'adieu. Vous allez écrire une lettre à votre moi de 30 ans. Vous allez lui dire tout ce que vous avez besoin de lui dire, les regrets, les gratitudes, les colères, tout. Et ensuite, vous allez brûler cette lettre, littéralement dans un rituel symbolique qui marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Cela peut sembler bizarre ou ésotérique, mais je vous assure que c'est profondément efficace parce que notre cerveau a besoin de symboles, de marqueurs concrets pour intégrer les transitions. Quand vous brûlez cette lettre, vous envoyez un message clair à votre inconscient, cette phase est terminée. Je suis prête pour la suivante et ce message va libérer une énergie considérable qui était jusqu'alors bloquée dans le regret et la nostalgie. Deuxième chose, vous devez construire une relation radicalement différente avec votre corps et je ne parle pas de l'accepter tel qu'il est avec des affirmations positives devant le miroir, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, je parle de revenir habiter votre corps, de reconnecter avec vos sensations physiques parce que la plupart d'entre vous sont déconnectés de leur corps depuis des années, vous vivez dans votre tête, dans vos pensées, dans vos inquiétudes et votre corps est devenu juste un véhicule que vous traînez derrière vous. Et cela, mesdames, c'est catastrophique pour votre capacité de séduction, parce que la séduction n'est pas une affaire mentale, c'est une affaire corporelle, c'est une communication non verbale qui passe par votre posture, votre démarche, votre façon de respirer, votre capacité à être présente physiquement dans l'instant. Et si vous n'habitez pas votre corps, si vous êtes tout le temps dans votre tête en train de vous juger, l'autre le sent immédiatement et cela crée une distance, une impossibilité de vraie connexion. Alors voici ce que je veux que vous fassiez tous les jours pendant au moins 15 minutes. Je veux que vous pratiquiez ce que j'appelle le scan corporel de pleine conscience. Vous allez vous allonger ou vous asseoir confortablement, fermer les yeux et porter votre attention sur chaque partie de votre corps en commençant par les pieds et en remontant progressivement. Et je veux que vous observiez les sensations sans jugement. Juste observer, cette partie est chaude, cette partie est tendue, cette partie ne sent rien, pas de bien ou de mal, juste l'observation. Et au début, vous allez détester cet exercice parce que vous allez rencontrer toutes vos résistances, tous vos jugements sur votre corps, toutes ces zones que vous avez rejetées parce qu'elles ne correspondent pas à un idéal, mais si vous persistez, si vous faites cet exercice tous les jours, pendant au moins 3 semaines, quelque chose va commencer à changer, vous allez commencer à sentir votre corps de l'intérieur plutôt que de le voir de l'extérieur, et cette simple bascule va transformer votre présence. Troisième chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive, vous devez arrêter de chercher à plaire et commencer à filtrer. Je répète parce que c'est crucial, arrêtez de chercher à plaire et commencez à filtrer. La plupart des femmes de votre âge qui se lancent dans les rencontres ont une stratégie complètement inversée. Elles essaient de se rendre attirantes pour le maximum d'hommes possible. Elles mettent des photos flatteuses, elles écrivent des profils gentils et accommodants. Elles disent oui à des rendez-vous avec des hommes qui ne les intéressent pas vraiment parce qu'elles ont peur de rater une opportunité. Cette stratégie est non seulement inefficace, elle est contre-productive parce qu'elle vous met dans une position de demandeuse de quelqu'un qui a besoin d'être choisi et cette posture est profondément peu attractive. Les gens désirent ce qui a de la valeur et ce qui a de la valeur est sélectif et difficile à obtenir, ne se donne pas au premier venu. Alors oui, vous allez avoir moins de matchs, moins de messagers, moins de premiers rendez-vous, mais ceux que vous aurez seront infiniment plus qualifiés. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre profil sur les applications de rencontres doit être polarisant, il doit attirer très fort les bonnes personnes et repousser toutes les autres. Vous devez écrire qui vous êtes vraiment avec vos opinions, vos passions, vos exigences, pas une version édulcorée et consensuelle de vous-même. Si vous aimez la littérature contemporaine et que vous détestez le foot, dites-le. Si vous êtes féministe et que vous ne voulez pas d'un homme qui pense que sa carrière est plus importante que la vôtre, dites-le. Si vous cherchez une vraie intimité et pas juste quelqu'un pour ne pas dîner seul, dites-le. Et vos photos, arrêtez avec les filtres et les angles flatteurs qui vous font paraître 10 ans plus jeune. Mettez des photos qui vous ressemblent vraiment, où on voit votre personnalité, votre énergie, votre vie. Un homme qui est attiré par une version photoshopée de vous va être déçu quand il vous rencontrera. Un homme qui est attiré par la vraie vous va être enchanté et c'est celui-là que vous voulez.
Quatrième chose, vous devez développer ce que j'appelle une indépendance affective et attention, je ne parle pas de devenir froide ou distante, je parle de construire une vie tellement riche, tellement pleine, tellement satisfaisante que la présence d'un partenaire est un bonus et non une nécessité. Parce que voici le paradoxe, plus vous avez besoin d'un partenaire, moins vous êtes attractive, plus vous êtes complète sans partenaire, plus vous devenez désirable. Pourquoi? Parce que les gens sentent le besoin, ils sentent le vide et cela les effraie. Personne ne veut être responsable de combler le vide existentiel de quelqu'un d'autre, c'est trop de pression, c'est étouffant. Mais quelqu'un qui a une vie pleine, qui a des projets, des passions, des amitiés profondes, qui est heureuse dans sa vie et qui cherche simplement à partager cette richesse avec quelqu'un, cette personne-là est irrésistible. Alors comment construire cette indépendance affective en investissant massivement dans votre vie? Et je ne parle pas de vous occuper pour ne pas penser à votre solitude, je parle de vraiment construire une vie qui vous passionne, reprendre des études, lancer un projet qui vous tient à cœur, approfondir vos amitiés, voyager seul, apprendre une nouvelle compétence, vous engager dans une cause qui vous touche, remplir votre vie de sens et de connexion, pas pour oublier que vous cherchez un partenaire, mais pour que cette recherche ne soit pas le centre de votre existence. Et voici ce qui va se passer quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas être en mode évaluation désespérée, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il va me rappeler, est-ce que je lui plais, vous allez être en mode évaluation sereine, est-ce que cette personne ajoute quelque chose à ma vie déjà riche? Est-ce que je me sens bien avec elle? Est-ce que nos valeurs sont alignées? Et cette posture change tout parce que vous n'êtes plus en train de demander de l'amour, vous êtes en train de choisir avec qui vous voulez partager votre vie. Cinquième chose, et c'est là que beaucoup de femmes bloquent, vous devez réapprendre à flirter, à jouer, à être légère parce que quelque chose se passe avec l'âge, on devient sérieuse, on perd cette capacité de légèreté, de jeu, de taquinerie qui est au cœur de la séduction. On est tellement préoccupé par les enjeux, par la peur de perdre du temps, par le besoin de savoir rapidement si ça va mener quelque part, qu'on oublie que la séduction est un jeu et que les jeux sont supposés être amusants. Je vois tellement de femmes qui arrivent au premier rendez-vous avec une liste mentale de questions, comme si elles passaient un entretien d'embauche, elles veulent savoir ses intentions, sa situation financière, s'il veut une relation sérieuse, et tout cela dès le premier café, et je comprends pourquoi, elles ne veulent pas perdre de temps. Elles ont déjà donné dans les relations qui ne mènent nulle part, mais cette approche tue toute possibilité de connexion réelle, parce qu'elle tue le mystère, le désir, la découverte progressive. Alors voici ce que je veux que vous fassiez quand vous êtes avec quelqu'un qui vous intéresse. Oubliez les enjeux pour quelques heures. Soyez juste présente à ce moment. Amusez-vous, taquinez-le, riez, partagez des histoires, laissez-vous surprendre et surtout, gardez une part de mystère, ne déballez pas toute votre vie en 3 heures. Laissez-le vous découvrir progressivement parce que le désir se nourrit de l'inconnu, de ce qui n'est pas encore révélé. Et le flirt, le vrai flirt, ce n'est pas des techniques de manipulation, c'est une forme de communication ludique qui dit « je te trouve intéressant, je suis ouverte à voir où cela peut nous mener, mais je ne suis pas désespérée, je ne vais pas me jeter sur toi, tu vas devoir faire des efforts pour me conquérir. » Et cette tension, cette danse entre l'intérêt et la retenue, c'est exactement ce qui crée le désir. Sixième chose, vous devez absolument travailler sur votre rapport à la sexualité parce que voici une vérité que personne n'ose dire. La sexualité après 50 ans peut être la meilleure de votre vie. Vraiment, je ne dis pas cela pour vous rassurer, je le dis parce que c'est ce que me rapportent constamment mes patientes qui ont franchi ce cap. Elles me disent qu'elles ont découvert un plaisir, une liberté, une intensité qu'elles n'avaient jamais connue avant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans la performance, vous n'êtes plus dans le besoin de plaire à tout prix, vous savez ce que vous aimez, vous osez le demander, vous n'avez plus peur du ridicule, vous êtes dans votre corps d'une façon beaucoup plus authentique et tout cela crée les conditions d'une sexualité infiniment plus riche, mais pour cela il faut que vous fassiez un travail préalable, il faut que vous reconnectiez avec votre propre désir, avec votre propre plaisir indépendamment de tout partenaire. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez réapprendre à explorer votre propre corps, à vous donner du plaisir à vous-même, sans culpabilité, sans honte. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous qui avez été élevés dans une culture où la sexualité féminine était taboue, cela peut sembler difficile ou même choquant, mais c'est absolument essentiel parce que si vous ne savez pas ce qui vous donne du plaisir, comment voulez-vous le communiquer à un partenaire? Et au-delà de l'aspect pratique, il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de se réapproprier son propre plaisir, de ne plus dépendre du regard ou du désir d'un homme pour se sentir désirable, de savoir que vous pouvez vous donner du plaisir à vous-même. Cela change votre rapport de force dans les rencontres. Vous n'êtes plus en train de chercher quelqu'un pour combler un manque. Vous cherchez quelqu'un pour partager une abondance.
Septième chose, vous devez apprendre à gérer le rejet d'une façon complètement différente parce que le rejet est inévitable. Vous allez être rejeté plusieurs fois pour des raisons qui n'auront rien à voir avec votre valeur. Un homme va vous dire que vous êtes formidable mais qu'il ne sent pas d'étincelle. Un autre va vous ghoster après 3 rendez-vous. Un autre va vous dire qu'il cherche quelqu'un de plus jeune et chaque fois cela va faire mal. Mais voici ce que vous devez comprendre, le rejet n'est pas un jugement sur votre valeur, c'est une information sur la compatibilité. Quand quelqu'un vous rejette, il ne dit pas que vous n'êtes pas bien, il dit que vous n'êtes pas bien pour lui, et c'est une information précieuse parce qu'elle vous évite de perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas aligné avec vous. Le rejet est un filtre, c'est le système qui fait son travail de tri. Alors comment gérer le rejet concrètement? D'abord, ne le prenant pas personnellement, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a une technique qui aide vraiment quand vous êtes rejeté. Au lieu de vous dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi, demandez-vous qu'est-ce que cela me dit sur ce que je cherche, sur ce qui est important pour moi, sur les signaux d'alarme que j'aurais peut-être dû voir plus tôt. Transformez chaque rejet en opportunité d'apprentissage, pas sur vos défauts, mais sur vos critères. Et ensuite, et c'est crucial, vous devez avoir un rituel de récupération après un rejet. Ne restez pas seul à ruminer, appelez une amie, allez marcher, faites quelque chose qui vous reconnecte à votre valeur. Lisez vos messages de personnes qui vous apprécient. Regardez des photos de moments où vous étiez heureuse. Faites quelque chose de créatif. L'important, c'est de ne pas laisser le rejet s'installer et contaminer votre image de vous-même. Huitième chose, vous devez être absolument clair sur vos non négociables parce que voici ce qui se passe souvent. Vous rencontrez quelqu'un, il y a une connexion et progressivement vous découvrez des choses qui ne vous conviennent pas. Il boit trop, il est encore très impliqué avec son ex, il est évasif sur ses intentions, il est critique, il est indisponible émotionnellement et vous vous dites que ce n'est pas si grave, que personne n'est parfait, que vous pouvez faire avec et vous continuez. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, vous vous réveillez dans une relation qui ne vous nourrit pas, qui vous épuise même et vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez encore une fois accepté moins que ce que vous méritez et la réponse est simple. Vous n'aviez pas défini vos non négociables avant de commencer, vous avez navigué à vue en réagissant aux situations au lieu de les anticiper. Alors voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Prenez un papier et un stylo et écrivez vos non négociables et pas une liste de qualités que vous aimeriez trouver chez un partenaire, mais une liste de comportements ou de situations que vous n'accepterez sous aucun prétexte. Par exemple, je n'accepterai pas quelqu'un qui me critique régulièrement, je n'accepterai pas quelqu'un qui n'est pas clair sur ses intentions, je n'accepterai pas quelqu'un qui n'est pas clair sur ses intentions, je n'accepterai pas quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente. Et ensuite, et c'est le plus difficile, vous devez vous engager à respecter ces non négociables, même si cela veut dire mettre fin à une relation qui avait du potentiel, même si cela veut dire retourner à la solitude, parce que voici ce que j'ai appris en 40 ans de pratique. Une mauvaise relation est infiniment plus destructrice que la solitude. La solitude peut être inconfortable, mais elle ne détruit pas votre estime de vous, une mauvaise relation si. 9e chose, vous devez apprendre à communiquer vos besoins et vos désirs de façon claire et directe, sans vous excuser, sans minimiser, sans tourner autour du pot, parce que voici ce qui se passe souvent, vous avez un besoin, vous voulez plus d'attention, plus de temps ensemble, plus de clarté sur l'avenir de la relation, mais vous avez peur de paraître exigeante, peur qu'il parte et si vous demandez trop, alors vous faites des allusions, vous espérez qu'il va deviner, et évidemment il ne devine pas, et vous vous sentez frustrée et incomprise. Cette dynamique est toxique et elle est très fréquente chez les femmes de votre génération qui ont été élevées dans l'idée qu'une femme bien ne demande pas, qu'elle s'adapte, qu'elle est compréhensive, qu'elle ne fait pas de vagues, mais cette époque est révolue. Si vous voulez une relation satisfaisante, vous devez être capable de dire clairement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce que vous n'acceptez pas. Et voici comment faire utiliser la formulation à un jeu. Je me sens, j'ai besoin, je voudrais. Jamais de tu qui accuse ou qui critique. Tu ne fais jamais attention à moi. Tu es toujours sur ton téléphone. Ce type de formulation met de l'autre sur la défensive et crée du conflit. Mais si vous dites j'ai besoin de plus de moments d'intimité entre nous. J'aimerais qu'on planifie une soirée par semaine juste pour nous deux. Vous exprimez votre besoin sans attaquer et cela ouvre la possibilité d'un dialogue. Et si après avoir exprimé clairement vos besoins, l'autre n'est pas capable ou pas disposé à y répondre, vous avez une information précieuse, cette personne n'est pas pour vous et c'est triste, mais c'est aussi libérateur parce que vous arrêtez de perdre votre temps à essayer de transformer quelqu'un en ce qu'il n'est pas. Vous pouvez passer à autre chose et chercher quelqu'un qui est naturellement aligné avec vos besoins. 10e chose, et c'est peut-être la plus importante de toutes, vous devez cultiver une pratique quotidienne de bienveillance envers vous-même parce que tout ce que je viens de vous dire, toutes ces techniques, tous ces conseils ne serviront
serviront à rien si vous continuez à vous parler à vous-même avec cruauté, si vous continuez à vous juger, à vous critiquer, à vous comparer aux autres. La bienveillance envers soi n'est pas un luxe, c'est le fondement de tout le reste. Et qu'est-ce que la bienveillance envers soi concrètement? C'est vous parler comme vous parleriez à votre meilleur ami quand vous faites une erreur, quand vous vous sentez vulnérable, quand vous avez peur. Au lieu de vous dire tu es nul, tu es pathétique, tu ne vas jamais y arriver, vous vous dites c'est difficile ce que je vis, c'est normal d'avoir peur, je fais de mon mieux et c'est suffisant. Ce simple changement de discours intérieur a un impact énorme sur votre état émotionnel et sur votre capacité à persévérer. Et il y a un exercice que je recommande à toutes mes patientes. C'est ce que j'appelle la main sur le cœur. Quand vous vous sentez mal, quand vous êtes submergé par l'émotion, posez votre main sur votre cœur, sentez la chaleur de votre main et dites-vous mentalement que je sois bienveillante envers moi-même, que je m'accorde la compassion dont j'ai besoin, que je me traite avec la même gentillesse que j'offrirais à quelqu'un que j'aime et respirez profondément plusieurs fois. Cet exercice peut sembler simpliste, mais il active des circuits neuronaux liés à l'apaisement et à la sécurité. Le simple fait de poser votre main sur votre cœur envoie un signal à votre système nerveux que vous êtes en sécurité, que vous prenez soin de vous, et cela diminue le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et augmente l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être. C'est de la neurobiologie, pas de la pensée magique. Maintenant, je veux aborder quelque chose de crucial que beaucoup de femmes négligent, c'est la question de votre réseau social, parce que chercher un partenaire à 50 ans ne se fait pas en vase clos, cela se fait dans un contexte social. Et la qualité de votre réseau social va avoir un impact énorme sur votre succès. Si vous êtes entouré d'amis qui sont cyniques sur les hommes, qui vous disent que tous les bons sont pris, qui renforcent vos peurs et vos croyances limitantes, vous allez avoir beaucoup plus de mal. A l'inverse, si vous êtes entouré de personnes qui croient en vous, qui vous encouragent, qui vous rappellent votre valeur quand vous l'oubliez, qui célèbrent vos succès et vous soutiennent dans vos échecs, vous allez avoir une force, une résilience qui va vous permettre de traverser les moments difficiles. Alors évaluez honnêtement votre cercle social, qui sont les personnes qui vous tirent vers le haut, qui sont celles qui vous tirent vers le bas, et ajustez en conséquence. Et cela ne veut pas dire abandonner vos amis de longue date, mais cela veut peut-être dire limiter le temps que vous passez avec celles qui sont toxiques, qui se plaignent constamment, qui ne veulent pas que vous changiez parce que votre changement les confronte à leur propre stagnation, et cherchez activement à élargir votre cercle avec des personnes qui sont dans une dynamique de croissance, qui prennent des risques, qui osent, qui vivent pleinement. Et comment fait-on pour élargir son cercle social à 50 ans? En sortant de sa zone de confort, en s'inscrivant à des activités nouvelles, des cours, des ateliers, des groupes de randonnée, des clubs de lecture, des associations, en disant oui à des invitations, même quand on n'a pas envie, en initiant des rencontres, en invitant des connaissances à prendre un café. Le réseau social ne se construit pas tout seul, il faut y investir du temps et de l'énergie. Et voici quelque chose que beaucoup de femmes ne réalisent pas. Votre réseau social n'est pas juste un soutien émotionnel, c'est aussi un réseau de rencontres potentielles. La plupart des relations qui fonctionnent à votre âge ne se créent pas sur les applications, mais à travers des connaissances communes. Un ami qui vous présente son collègue, une cousine qui vous invite à un dîner où il y a quelqu'un de célibataire, une activité où vous rencontrez naturellement des gens. Alors plus votre réseau est large et actif, plus vous augmentez vos chances de rencontrer quelqu'un de qualité. Maintenant, parlons de quelque chose de délicat mais essentiel, votre rapport à l'argent et à l'indépendance financière, parce que cela a un impact direct sur votre capacité à choisir librement vos partenaires. Si vous êtes dans une situation de précarité financière, si vous avez besoin d'un homme pour vous sécuriser matériellement, vous n'êtes pas libre de choisir, vous allez accepter des compromis que vous ne devriez pas accepter, vous allez rester dans des relations qui ne vous conviennent pas par peur de vous retrouver seul et sans ressources. Alors, avant même de chercher un partenaire, assurez-vous d'avoir une base de sécurité financière. Je ne dis pas que vous devez être riche, je dis que vous devez être capable de subvenir à vos besoins de base sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas le cas actuellement, faites-en une priorité absolue. Travaillez sur votre situation professionnelle, réduisez vos dépenses, construisez une épargne de sécurité, consultez un conseiller financier si nécessaire. Parce que voici ce qui se passe, c'est quand vous êtes financièrement indépendante, vous pouvez dire non, vous pouvez partir si une relation ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de supporter des comportements inacceptables parce que vous avez besoin du soutien financier de l'autre, et cette liberté change complètement la dynamique de pouvoir dans une relation. Vous êtes sur un pied d'égalité, vous négociez d'égal à égal et cela crée les conditions d'une relation saine.
Et maintenant, je veux aborder une question que beaucoup de femmes me posent. Est-ce que je dois mentir sur mon âge sur les applications de rencontres? Parce que les algorithmes favorisent les femmes plus jeunes, parce que les hommes filtrent par âge et qui ne verront même pas mon profil si je mets mon vrai âge. Et ma réponse est toujours la même. Non, absolument pas. Ne mettez jamais sur votre âge. Et voici pourquoi. D'abord parce que c'est une mauvaise stratégie à long terme, même si vous réussissez à avoir plus de matchs en mentant. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rencontrer la personne? Elle va voir que vous avez menti et cela va créer une méfiance immédiate. Comment peut-elle vous faire confiance sur d'autres choses si vous avez menti sur quelque chose d'aussi basique que votre âge? Vous commencez la relation sur une base de mensonges et cela ne peut pas bien se terminer. Mais au-delà de l'aspect pratique, il y a quelque chose de plus profond. Quand vous mentez sur votre âge, vous envoyez un message à vous-même. Vous dites que votre âge réel n'est pas acceptable, que vous devez le cacher pour être désirable, et cela renforce exactement les croyances limitantes dont vous essayez de vous libérer. C'est de l'autosabotage. Vous vous enfermez encore plus dans la prison de la honte de vieillir. Alors oui, vous aurez peut-être moins de matchs mettant votre vrai âge, mais les matchs que vous aurez seront avec des hommes qui sont capables d'apprécier une femme de votre âge, et ce sont les seuls qui comptent. Les autres, ceux qui filtrent automatiquement les femmes de plus de 45 ans, vous ne voulez pas d'eux. De toute façon, ils ont un problème avec le vieillissement, avec la réalité, avec la maturité, et ce problème va se manifester de 1000 autres façons dans une relation. Et maintenant, une question difficile: que faire si vous ne rencontrez personne, si malgré tous vos efforts, malgré toutes ces techniques, vous ne rencontrez personne qui vous convient? Parce que c'est une possibilité réelle, le bassin de partenaires potentiels est limité. Et il est possible que vous ne trouviez pas. Alors que faire avec cette possibilité? Comment vivre avec cette incertitude? Et voici ma réponse: vous devez construire une vie tellement riche, tellement pleine de sens, de connexions, de projets, de plaisir, que la présence ou l'absence d'un partenaire romantique ne détermine pas votre bonheur. Je ne dis pas que ce serait la même chose, je ne dis pas que vous ne préfériez pas avoir un partenaire, je dis que vous pouvez être profondément heureuse et épanouie même sans, et que cette capacité est la vraie liberté. Parce que voici ce que j'ai observé: les femmes qui sont les plus heureuses ne sont pas nécessairement celles qui ont trouvé le partenaire parfait, ce sont celles qui ont arrêté de mettre leur vie en attente, qui ont arrêté de se dire que le vrai bonheur commencera quand elles auront rencontré quelqu'un. Ce sont celles qui ont décidé que leur vie est maintenant, que leur bonheur est maintenant, avec ou sans partenaire. Et paradoxalement, ce sont souvent ces femmes-là qui finissent par attirer quelqu'un parce qu'elles dégagent une complétude qui est magnétique. Alors oui, continuez à chercher si c'est ce que vous voulez, continuez à être ouverte aux rencontres, mais ne mettez pas votre vie en pause en attendant. Ne vous dites pas que vous ferez ce voyage quand vous aurez quelqu'un avec qui partir. Ne vous dites pas que vous achèterez ce bel appartement quand vous saurez si vous serez seul ou en couple. Ne vous dites pas que vous commencerez à vivre pleinement quand vous aurez rencontré quelqu'un. Vivez maintenant pleinement, intensément. Et si quelqu'un vient enrichir cette vie déjà riche, tant mieux. Sinon, vous aurez quand même vécu. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose dont on ne parle presque jamais, la peur de l'intimité, parce que voici ce qui se passe souvent. Vous dites que vous cherchez une relation, vous faites tous les efforts nécessaires, vous rencontrez des gens, mais à chaque fois qu'une relation commence à devenir sérieuse, à chaque fois que quelqu'un s'approche vraiment de vous, vous trouvez une raison de partir: il n'est pas assez ceci, il est trop cela. Vous ne sentez pas d'étincelle, et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il n'est vraiment pas pour vous, mais peut-être aussi que vous avez peur. Peur de quoi? Peur d'être vu vraiment, peur d'être vulnérable, peur de donner votre cœur et de le voir briser à nouveau, peur de perdre votre indépendance durement gagnée, peur de revivre les schémas de votre mariage précédent, peur de découvrir que vous n'êtes pas capable d'intimité. Toutes ces peurs sont légitimes, elles sont compréhensibles, mais si vous les laissez diriger votre vie, vous allez saboter toutes vos relations avant même qu'elles aient une chance de se développer. Alors comment savoir si vous sabotez par peur ou si vous écoutez légitimement votre intuition? C'est une question difficile et la réponse nécessite beaucoup d'honnêteté avec vous-même. Voici un indice: si vous trouvez systématiquement des défauts chez tous les hommes que vous rencontrez, si aucun ne semble jamais assez bien, si vous partez toujours au moment où la relation commence à devenir sérieuse, il y a de fortes chances que vous ayez un problème de peur de l'intimité, et dans ce cas, vous avez besoin d'un travail thérapeutique. Vous ne pouvez pas résoudre cela toute seule. Parce que la peur de l'intimité n'est pas quelque chose qu'on décide rationnellement de dépasser, c'est un mécanisme de défense profondément ancré, souvent lié à des blessures d'attachement de l'enfance ou à des traumatismes relationnels, et cela nécessite un accompagnement professionnel pour être dénoué. Alors si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, ne restez pas seul avec cela, consultez un thérapeute spécialisé en thérapie d'attachement, faites ce travail, parce que sans cela, vous allez répéter les mêmes schémas encore et encore.
Et maintenant, parlons de la question du sexe, parce que c'est un souhait qui revient constamment dans mon cabinet et qui est source d'une anxiété énorme. Quant à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de nouveau au premier rendez-vous, au troisième, après combien de temps et qu'est-ce que cela dit de vous? Si vous couchez tôt ou si vous attendez, et voici ma réponse, il n'y a pas de règle, il y a seulement ce qui est juste pour vous. Si vous avez envie d'avoir des relations sexuelles au premier rendez-vous et que vous vous sentez en sécurité avec cette personne, faites-le et ne laissez personne vous faire sentir que vous êtes trop facile ou que vous n'avez pas de valeur parce que vous avez couché tôt. Votre valeur n'a rien à voir avec le moment où vous choisissez d'avoir des relations sexuelles. Votre valeur est intrinsèque, elle ne change pas en fonction de vos choix sexuels. A l'inverse, si vous avez besoin de temps, si vous voulez attendre de vraiment connaître la personne, de vous sentir en confiance, de savoir que ce n'est pas juste physique, attendez et ne vous laissez pas presser par quelqu'un qui vous dit que c'est bizarre d'attendre, que si vous êtes vraiment intéressé, vous devriez avoir envie tout de suite, un homme qui respecte vos limites et votre rythme est un homme qui vaut la peine d'être connu. Un homme qui fait pression est un homme dont vous devez vous éloigner immédiatement. Et voici quelque chose d'important, le moment où vous couchez ensemble ne détermine pas si la relation va fonctionner ou non. J'ai vu des couples qui ont couché au premier rendez-vous et qui sont ensemble depuis des années. J'ai vu des couples qui ont attendu 3 mois et qui se sont séparés après 6 mois. Il n'y a pas de corrélation. Ce qui détermine si une relation fonctionne, c'est la compatibilité, les valeurs partagées, la capacité de communication, le respect mutuel, pas le timing du premier rapport sexuel. Alors écoutez votre corps, écoutez votre intuition et faites ce qui est juste pour vous dans le moment sans vous juger, sans vous comparer, sans suivre des règles arbitraires que quelqu'un a inventées. Votre sexualité vous appartient, c'est votre choix, votre pouvoir et personne n'a le droit de vous dire comment l'exercer. Et maintenant, une question que beaucoup de femmes se posent, mais osant rarement poser, qu'est faire si je ne suis plus attiré sexuellement par les hommes de mon âge? Si je les trouve vieux, si je suis plus attiré par des hommes plus jeunes, est-ce que c'est mal? Est-ce que je devrais essayer de changer mes préférences? Et voici ma réponse. Vos préférences sont vos préférences, vous n'avez pas à les justifier ou à les changer. Si vous êtes attiré par des hommes plus jeunes, assumez-le, cherchez des hommes plus jeunes. Il y a beaucoup d'hommes de 35 ou 40 ans qui sont attirés par des femmes plus âgées, qui apprécient la maturité, la confiance, l'expérience, qui ne veulent pas des jeux et du drama des femmes de leur âge. Ces hommes existent et si c'est ce que vous voulez, allez-y. Mais soyez honnête avec vous-même sur ce que vous cherchez. Si vous cherchez une relation sérieuse et stable, sachez que les hommes beaucoup plus jeunes ne sont peut-être pas le meilleur choix, non pas parce qu'ils sont immatures par principe, mais parce qu'ils sont souvent à une phase différente de leur vie. Ils veulent peut-être encore des enfants, ils sont en pleine construction de carrière, ils ne sont peut-être pas prêts pour l'engagement que vous cherchez. Alors soyez clair sur vos attentes et communiquez-les. A l'inverse, si vous cherchez juste du plaisir, de la légèreté, une aventure sans engagement, alors les hommes plus jeunes peuvent être parfait, il n'y a absolument rien de mal à cela. Vous n'êtes pas une cougar pathétique, vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut et qui le prend et c'est puissant et c'est beau. Alors arrêtez de vous chouger et assumez vos désirs. Et maintenant, je veux aborder quelque chose de crucial, la question des enfants adultes et de leur réaction à votre vie amoureuse. Parce que c'est souvent un obstacle majeur, vous rencontrez quelqu'un, ça se passait bien, mais vous êtes terrifié de l'annoncer à vos enfants. Vous avez peur de leur jugement, de leur désapprobation, vous avez peur qu'ils pensent que vous trahissez leur père. Même s'il est remarié depuis longtemps, vous avez peur qu'ils trouvent cela gênant ou inapproprié. Et voici ce que je veux que vous compreniez, vos enfants adultes n'ont pas leur mot à dire sur votre vie amoureuse, ils peuvent avoir des opinions, des sentiments et vous devez les écouter avec respect. Mais la décision finale vous appartient. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour refaire votre vie. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour être heureuse. Vous êtes une adulte, vous êtes leur mère, mais vous êtes aussi une femme et vous avez le droit de vivre pleinement. Alors oui, parlez-leur, expliquez-leur, rassurez-les si nécessaire, mais ne sacrifiez pas votre bonheur pour éviter leur inconfort. Parce que voici ce qui va se passer. Si vous renoncez à votre vie amoureuse pour ne pas les déranger, vous allez développer du ressentiment, vous allez devenir amer, et cette amertume va empoisonner votre relation avec eux. À l'inverse, si vous assumez votre droit au bonheur. Même s'ils sont initialement inconfortables, ils vont s'adapter, et finalement ils vont respecter votre courage et votre authenticité. Et souvent, la résistance des enfants adultes vient de leur propre peur. Peur que vous soyez blessé, peur de perdre leur place dans votre vie, peur du changement. Alors adressez ces peurs directement. Rassurez-les sur le fait que rien ne change dans votre amour pour eux, que vous serez toujours leur mère, que cette nouvelle personne dans votre vie ne les remplace pas. Et donnez-leur du temps pour s'adapter, mais ne renoncez pas.
Maintenant, je veux parler de quelque chose que personne ne dit. Chercher un partenaire à 50 ans va vous confronter à votre propre mortalité. Parce que quand vous étiez jeune et que vous rencontriez quelqu'un, vous pensiez avoir toute la vie devant vous, vous pensiez en termes de décennies, mais maintenant vous savez que le temps est compté, vous savez que vous avez peut-être 20 ou 30 ans devant vous, peut-être moins, et cette conscience change tout. Et cela peut être effrayant, cette urgence, ce sentiment que le temps file et que vous devez trouver quelqu'un maintenant. Mais cela peut aussi être libérateur, parce que cette conscience de la finitude vous rend plus présente, plus authentique, moins disposée à perdre du temps avec des conneries. Vous n'avez plus le luxe de jouer à des jeux, de faire semblant, de vous conformer à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Vous devez aller à l'essentiel, et c'est une force. Alors utilisez cette conscience de la mortalité non pas comme une source d'anxiété mais comme une boussole. Demandez-vous régulièrement, est-ce que je vis vraiment? Est-ce que je fais des choix qui sont alignés avec mes valeurs profondes? Est-ce que je prends des risques pour ce qui compte vraiment? Est-ce que je me donne la permission d'être pleinement moi-même? Et si la réponse est non, changez quelque chose parce que le temps ne reviendra pas. Et maintenant, je veux vous parler de la gratitude parce que c'est un outil puissant que beaucoup de gens négligent. Quand vous êtes dans le processus de chercher un partenaire, il est facile de se concentrer sur ce qui manque, sur la solitude, sur les rendez-vous qui ne mènent nulle part, sur les rejets. Et cette focalisation sur le manque crée un état émotionnel de pénurie qui est très peu attractif. A l'inverse, si vous cultivez activement la gratitude pour ce que vous avez déjà, votre santé, vos amis, votre travail, votre liberté, les petits plaisirs quotidiens, vous créez un état émotionnel d'abondance et cet état d'abondance change votre énergie, votre présence, votre attractivité. Les gens sont attirés par ceux qui apprécient la vie, qui voient le verre à moitié plein, qui dégagent une énergie positive. Alors voici une pratique concrète. Tous les soirs avant de vous endormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante ce jour-là. Et ce ne doit pas être des choses énormes. Ça peut être aussi simple qu'un bon café le matin, un rayon de soleil, un fou rire avec une amie, un compliment d'un collègue. L'important, c'est d'entraîner votre cerveau à chercher le positif, à remarquer ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. Et avec le temps, cette pratique va littéralement recabler votre cerveau. Les neurosciences montrent que la pratique régulière de la gratitude augmente l'activité dans le cortex préfrontal, la zone associée au bien-être et à la régulation émotionnelle, et diminue l'activité dans l'amygdale, la zone associée à la peur et au stress. C'est un changement mesurable, pas juste une impression subjective. Maintenant, je veux aborder une dernière chose, quelque chose de fondamental. Vous devez arrêter de chercher quelqu'un qui va vous compléter, qui va combler vos manques, qui va vous rendre heureuse, parce que cette attente est non seulement irréaliste, elle est destructrice. Aucun être humain ne peut porter la responsabilité de votre bonheur. C'est un fardeau trop lourd. Et cela crée une dynamique de dépendance qui tue toute possibilité d'amour sain. Ce que vous devez chercher, c'est quelqu'un avec qui partager votre vie déjà pleine, quelqu'un qui ajoute à votre bonheur existant plutôt que de créer votre bonheur, quelqu'un avec qui vous pouvez être pleinement vous-même, sans masque, sans performance, quelqu'un qui vous voit vraiment et qui vous apprécie pour ce que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses, quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose de nouveau tout en restant vous-même. Et cette personne existe, je vous le promets. J'ai vu tellement de femmes dans votre situation trouver l'amour après 50 ans, un amour plus profond, plus authentique, plus satisfaisant que tout ce qu'elles avaient connu avant, mais elles l'ont trouvé seulement après avoir fait le travail sur elles-mêmes, après avoir arrêté de chercher désespérément et avoir commencé à vivre pleinement, après avoir compris leurs valeurs et refusé d'accepter moins que ce qu'elles méritent. Alors voilà ce que je veux que vous reteniez de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Chercher un partenaire à 50 ans va effectivement changer votre vie à l'envers. Cela va vous confronter à vos peurs les plus profondes, à vos croyances limitantes, à votre rapport à vous-même. Cela va être inconfortable, parfois douloureux, souvent frustrant. Mais si vous traversez ce processus avec courage et honnêteté, vous allez en ressortir transformé, plus forte, plus authentique, plus libre. Et que vous trouviez ou non un partenaire au bout du compte, ce processus en lui-même est précieux parce qu'il vous force à vous poser les vraies questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Et qu'est-ce que je refuse? Comment est-ce que je veux vivre mes dernières décennies? Et ces questions sont essentielles. Ce sont elles qui donnent du sens à votre vie. Alors je vous encourage vraiment, lancez-vous, prenez ce risque, acceptez d'être vulnérable, acceptez la possibilité du rejet, acceptez l'inconfort, parce que de l'autre côté de cet inconfort, il y a la possibilité d'une vie plus riche, plus pleine, plus vraie, et vous méritez cette vie, vous méritez d'être aimé, désiré, respecté, vous méritez une relation qui vous nourrit plutôt que de vous épuiser, et la seule façon d'y arriver, c'est de commencer maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas quand vous aurez perdu 5 kilos, pas quand vous vous sentirez prête, maintenant. Parce que voici la vérité, vous ne vous sentirez jamais complètement prête, il y aura toujours
toujours une raison de reporter de vous dire que ce n'est pas le bon moment, mais le bon moment c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Alors respirez profondément, rassemblez votre courage et faites le premier pas. Créez ce profil, dites à vos amis que vous êtes ouverte aux rencontres, inscrivez-vous à cette activité où vous pourriez rencontrer des gens, faites quelque chose, n'importe quoi, mais ne restez pas immobile. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce processus, il y a des milliers de femmes exactement dans votre situation qui ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes espoirs et beaucoup d'entre elles réussissent, beaucoup d'entre elles trouvent l'amour après 50 ans et vous pouvez être l'une d'elles. Vous avez tout ce qu'il faut, l'intelligence, la profondeur, l'expérience, la capacité d'aimer, tout ce dont vous avez besoin, c'est de croire en vous, de vous donner la permission d'essayer et de ne jamais abandonner. Alors voilà, nous sommes arrivés au bout de cette longue conversation et j'espère que vous en repartez avec des outils concrets, des perspectives nouvelles et surtout avec un sentiment renouvelé de votre propre valeur parce que c'est ça le message essentiel, vous avez de la valeur, une valeur immense qui ne diminue pas avec l'âge, qui ne dépend pas de votre apparence ou de votre statut relationnel, vous êtes précieux simplement parce que vous existez et le monde a besoin de femmes comme vous, fortes, authentiques, courageuses, qui refusent de se laisser définir par les attentes des autres. Alors allez-y, vivez pleinement, aimez profondément, prenez des risques, faites des erreurs, apprenez, grandissez et surtout, ne vous excusez jamais d'exister, ne vous faites jamais petite pour assurer les autres, prenez votre place, réclamez votre part de bonheur parce que vous le méritez, vous avez toujours mérité